Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne. Sorties ciné, documentaires, réalisateurs ou encore influenceurs, dans cette émission, le monde de l'image sera mis à l'honneur. Installez-vous confortablement car voici ce qui vous attend ce soir. Au box-office cette semaine, dans vos salles de cinéma habituelles, La Chambre des Merveilles, adaptée du best-seller de Julien Sandrel, qui raconte l'histoire de Thelma, une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. Une véritable leçon de vie dans laquelle chacun de nous pourra finalement et facilement reprendre à son compte. Mais il n'y aurait pas de magie à l'écran sans les personnes derrière le rideau. Ce soir, gros plan sur l'artiste Florence Dodane, qui pendant plus de 2 ans a créé des costumes dans Avatar 2. Alors comment cette Calédonienne a réussi à participer à ce blockbuster qui a détrôné Titanic au box-office, elle nous dira tout. Enfin, Mathieu nous propose un voyage en pleine immersion au cœur de la marine marchande, un bastion historiquement masculin voire misogyne, et pourtant les femmes y ont toute leur place. C'est ce que l'on va découvrir à travers le documentaire Femmes au long cours de Michel Rouseville. Restez avec moi car le meilleur est à venir. Alors qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il y a toujours une bonne excuse pour se réfugier dans une salle de cinéma pour s'évader le temps d'un film. Encore faut-il savoir lequel aller voir. Pour vous aider, je vous ai fait une petite sélection que je vous propose de découvrir tout de suite dans votre rubrique à l'affiche. Subir ou choisir sa vie, Thelma, maman du petit Louis âgé de 12 ans, plongée dans le coma après avoir été renversée par un fourgon, décide de prendre sa vie en main et de se battre pour son fils en réalisant ses rêves. On regarde la bande-annonce. T'as eu des notes un peu aujourd'hui? Un 12 en maths. 12? Bah c'est pas génial. Bah si, en sachant que la moyenne elle a 14. Oh, excuse-moi, c'est le boulot, je suis désolée. Même le week-end. Allô? Votre fils est dans un coma induit. Son pronostic vital est engagé. Ça fait 6 mois que je fais tous les jours, hôpital, entrepôt. On a vu tous les spécialistes et puis rien. À réaliser avant la fin du monde, parce que ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là-dedans, il va se réveiller? Je sais pas, maman. Mais tu trouves que je suis folle? Oui. Mais ça me plaît. Il y a quoi dans cette liste? Taguer mon loup sur la caserne militaire. Allez maintenant. S'excuser auprès d'Amara. Bonjour, Amara. Tu sais, Louis s'excuse. Faire dédicacer mon skate par KGI à Tokyo. Allô? Vous n'êtes pas en Asie par hasard? Ah non, pas du tout, là, je suis au boulot. On va se battre, mon loulou. J'aurais tellement voulu partager tout ça avec toi. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? C'est parce que je te parle toujours de tes notes. Je suis une maman, quoi. Alors on s'inquiète toujours. C'est quoi le vœu d'après? Tu vois le petit point là-bas? Bah c'est moi. Savoir qui est mon père et le rencontrer au moins une fois. Ce type a le droit de savoir que son fils est dans le coma. Tu lui as jamais dit qu'il avait un fils? Vous croyez que je me bats pour rien? Non? C'est pas fini? Tu m'envoies un signe là, à mon loulou. On poursuit avec Kouria, qui raconte l'histoire d'une danseuse classique qui rêve de devenir ballerine et dont la carrière va être compromise suite à une agression. Un film émouvant et engagé qui, au-delà de la résilience, dénonce une Algérie morcelée où il est encore difficile de vivre tranquillement. Karima, حبسي الاسفنج وسيليكتو دخلي كرشك et serre les fesses. Oui, Zizou. 5000. 5000. pour Poutine, ok? Premier combat, Poutine versus Shakira. Poutine vainqueur. تقول شي رجعي درامي. C'est un jeu, t'as perdu. Vous avez fait un grave accident, Huria. حورية تفضلي قولي حاجة. Il est muette. Pourquoi vous
vous avez relâché Ali? Madame, la justice, elle a fait son travail. C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. Uqsim billah, أنا نعاود ندخلو للحبس. C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence. T'as le khair? Je m'en fous. قد تعلمي لهم quelques mouvements. رجعي لي دراهمي. لا بوليس خلقتها. صافي خلاص ما نزيدوش نشطحوا حنايا. Des films à découvrir bien sûr dans vos salles de cinéma habituelles. J'espère que ma sélection vous aura aidé. Alors le cinéma nous fait rêver, nous émerveille, nous fait même frissonner, mais cela n'est possible que grâce aux personnes qui travaillent en coulisses. Nous avons décidé de les mettre en lumière dans votre chronique Gros Plan. Parmi nous, qui n'a jamais rêvé de travailler dans une grosse production américaine? Franchement, si c'est Tim Burton qui est aux commandes et qui me propose quelque chose, je signe tout de suite. Alors ce soir, nous avons justement la chance de recevoir Florence Dodan, qui a vu son nom défiler sur grand écran à la fin de films comme Avatar 2. Une consécration pour cette artiste calédonienne, cette costumière et créatrice aux multiples casquettes que l'on retrouve tout de suite. Florence, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. De rien, merci. Merci de m'avoir invitée. Florence, avant de parler de ta folle aventure dans Avatar 2, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur toi et de savoir comment l'artiste autodidacte, parce que tu es une artiste autodidacte, justement, que tu es devenue costumière. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Je faisais des travaux manuels depuis toute petite. Et puis en grandissant, ça s'est un peu stabilisé dans le costume au travers du cosplay. J'avais surtout envie d'incarner des personnages, beaucoup de personnages de Tim Burton d'ailleurs. Et du coup, je faisais un costume pour Halloween, un costume pour le carnaval tous les ans. Et ça me donnait une espèce de régularité pour apprendre à travailler avec les matériaux du bord, apprendre à faire un peu mes armes dans le domaine de la création, tout style confondu, puisque je faisais pas des costumes qui étaient vraiment... très tissu, on va dire. C'est vrai. Le cosplay, donc, c'est une passion, on va dire. Tu as fait tes armes d'abord par rapport avec le cosplay. Mais quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a dit, ah, c'est ça que je veux faire, je veux être costumière? Avant d'être costumière, dans ma tête, c'était plutôt rentrer dans le domaine du cinéma. C'était surtout ça. Je me suis retrouvée sur un tournage franco-anglo-saxon. Et je me suis retrouvée avec des techniciens d'un coup. J'étais venue en tant que fan et en fait, je me retrouvais de l'autre côté de la barrière avec le cast, avec le crew. Et c'était vraiment un monde complètement différent où ils peignaient des fromages géants, voilà. Donc c'était vraiment pas que les costumes, c'était tout ce qui était autour, tout ce qui impressionnant. Ça me parlait tellement. Et puis j'ai montré les cosplays que je faisais et le chef. Un chef technicien accessoiriste sur le tournage m'a dit que j'avais un niveau international et qu'il recherchait des gens comme ça. Donc ça a été un très gros choc. C'est à partir de là que tu t'es dit, c'est ça que je vais faire. Mais j'ai suivi encore quelques productions en tant que fan, et puis un jour ça a été trop dur en fait d'entendre que j'avais pas le droit de rentrer dans les coulisses parce que j'avais pas le badge, parce que j'étais pas du personnel, et du coup je me suis dit cette fois je vais rentrer dans le personnel. Et du coup tu as participé à un concours. Passer par le concours du WOW, du World of Wearable Art, c'était pour moi une passerelle possible vers les studios VETA. Mais c'est-à-dire que c'était une passerelle que je voyais sur 20 ans, en commençant par tous les studios en Europe qui m'étaient accessibles. Je visais 3 années pour rentrer au WOW, et je visais encore des années pour le cinéma, et tout m'est tombé dessus très très rapidement, et mon costume a été sélectionné en 4 mois.
Oui, on a vu d'ailleurs ton costume, c'est la robe origami pond, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors tu nous expliques un peu cette robe, ça représente quoi? Alors, je suis une très grande fan du Japon, donc ça représente la tradition qui est possible d'être conservée au Japon tout en intégrant de la technologie. Et c'est ce mélange parfait en fait entre les anciennes traditions et la technologie que je retrouve beaucoup au Japon. Et du coup, j'avais intégré des micro-cerveaux à l'intérieur des nageoires qui faisaient que les nageoires bougeaient les nageoires de la carpe bougeaient sur la robe. Alors, une fois sélectionné, tu fais un stage au studio Weta. C'est l'un des studios d'effets spéciaux les plus renommés de l'industrie du cinéma, c'est bien ça? Alors, j'ai pas fait de stage là-bas. J'ai tenté ma chance en donnant mon portfolio dans la foulée du WO, en fait, parce que être sélectionnée pour le WO, et c'était donc suffisamment prestigieux pour que je tente ma chance en Nouvelle-Zélande. Et donc, j'ai été prise et après, oui, c'est des studios qui ont fait Le Seigneur des Anneaux, qui ont fait tellement de films d'Hollywood qui se déplacent, Wandering Earth, Ghost in the Shell. Donc c'était très très impressionnant de me rendre compte à quel point ces studios regroupaient tous les films que j'ai aimés. C'est du lourd quand même, hein. Oui, c'est sûr. Et donc Hollywood se déplace là-bas, oui, il y a beaucoup de partenariats aussi avec la Chine. Oui, parce que tu as participé au film La Grande Muraille, justement du réalisateur chinois là, Zhang Yimou, il me semble. Zhang Yimou. Voilà, tu le dis mieux que moi. C'est parce que je suis une très grande fan, c'est celui qui a fait Les Poignards Volants, Hero. Je suis une très très grande fan et c'est donc le premier film sur lequel j'ai travaillé. Je n'en avais aucune idée puisque on m'a dit tiens, peins des flèches et il y a des noms de code pour les films, il y a tout, donc j'étais au courant de rien du tout. D'accord. Et puis je lui ai dit est-ce qu'on pourra voir le tournage quand même parce qu'on travaille beaucoup là, ce serait bien, ce serait une belle récompense de pouvoir voir notre travail. Et on m'a dit non, c'est en Chine. Ça s'appelle La Grande Muraille. Donc les flèches pour Matt Damon. Voilà, les flèches de Matt Damon. Tu as parlé aussi de Ghost in the Shell, donc là c'est avec Scarlett Johansson. Ghost in the Shell, oui, et c'était ma première expérience aussi à me retrouver dans les studios de tournage également, sur Stone Street, où je m'occupais du costume de Scarlett, enfin des costumes de Scarlett. Cette combinaison, magnifique combinaison. En silicone qu'il fallait réparer après chaque journée de tournage, parce que c'est une sacrée prouesse technique cette combinaison, mais ça nécessitait des petites réparations avant chaque renouveau de tournage. Alors c'est vrai que vu de la Nouvelle-Calédonie, on a du mal à comprendre, c'est tellement waouh. Comment as-tu réussi à faire partie de ce projet Avatar? Donc je progressais en tant que peintre et maquettiste sur divers projets au sein des studios Weta. Et puis, on a eu un break après Blade Runner 2049 où je suis rentrée en Calédonie et j'ai fait du macramé avec mes filleuls pendant les vacances pour leur apprendre des petits bracelets brésiliens, tout ça. C'est chouette ça. Oui, puis j'ai trouvé ça... Enfin voilà, j'adore les travaux manuels, j'adore partager et je rentre en Nouvelle-Zélande, je rentre dans les studios et puis on me dit une artiste que j'aime beaucoup qui a fait le WO également, qui est une spécialiste du cuir, qui me dit ça va, comment c'était tes vacances et tout. Je lui dis j'ai fait du macramé tout l'été avec mes filleuls. Elle m'a dit macramé et dans la journée j'ai été transférée sur Avatar. Comme quoi le macramé, hein. Exactement. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec des pointures du milieu, puisque tu as travaillé quand même avec la chef costumière Deborah Scott, qui est connue quand même pour Titanic, Retour vers le futur. Quand ils ont annoncé que c'était elle qui venait, c'est aussi la costumière de E.T. Oui, c'est vrai. C'était trop... C'est celle qui a fait l'image de Marty McFly avec sa veste orange dans Retour vers le futur. C'était beaucoup trop culte pour que j'arrive à bien intégrer l'information. Et puis après, un an plus tard, je faisais du yoga avec elle, parce qu'on avait des cours de yoga dans le studio entre l'heure où on commençait la fin d'après-midi et qu'on commençait à travailler jusqu'à minuit. Et du coup, c'était surréaliste d'arriver à intégrer que en quelques étapes, je me retrouve avec une des personnes qui est allée chercher l'Oscar pour Titanic, pour les costumes de Titanic. C'était très, très perturbant. Donc il y a plus de 18 costumières qui ont participé en fait à ce film, donc Avatar 2, toi tu en faisais partie. Comment était l'ambiance entre vous ? Alors on a travaillé sur toutes les suites d'Avatar oui. En même temps.
Et Oui, c'est vrai parce qu'il y a des suites. c'était une production qui est unique en son genre puisque nous n'avions pas de limitation de budget ou de création. C'est-à-dire que vraiment, parfois on avait les designs et on fabriquait le design et parfois on nous disait carte blanche. Voilà. Ah oui, vous avez... Fais-moi un haut pour tel personnage, fais-moi le bas, propose-moi quelque chose de bien alien à intégrer. Voilà. Donc c'était une liberté qu'on n'a qu'une seule fois dans une vie sur une super production comme ça. C'était impressionnant. C'était aussi pour moi la première fois que je travaillais dans un environnement qui était très très féminin. La plupart des personnes, il y avait quelques hommes, mais sinon les 18 personnes étaient des femmes. Et c'était très très intéressant aussi pour moi parce que c'était nouveau. Et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de compétition saine à vouloir intégrer un maximum notamment de nos cultures. Bien sûr. Dans le film, et c'était merveilleux de pouvoir échanger avec des artistes qui sont pour certaines de très 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 grosses pointures. Que j'admirais déjà avant de travailler avec, donc il y avait un peu de fangirling en même temps, c'était rigolo. Alors sur Avatar, la voix de l'eau, tu as travaillé sur plusieurs manches de couteau comme celui-ci. Et puis tu as fait aussi le magnifique collier de Neytiri. Le collier de Neytiri était en association avec deux autres personnes, le designer et la personne qui a assemblé les pièces, donc qui a fait les parties violettes, et moi j'ai créé la partie végétale. Là c'est vraiment un exemple où on m'a demandé de créer quelque chose de complètement alien, puisque ça c'est les Omaticaya, c'est Neytiri, et donc quelque chose qu'elle aurait ramassé dans la forêt. Et je suis partie sur les plantes carnivores. Où tu t'es inspirée d'ici quoi. Bien sûr, oui, totalement. Le plan de pied, c'est très précis, hein, c'est le plan de plantes carnivores de Gomouche qui est à Yaté, sur le chemin du trou d'eau, que j'avais bien en tête, avec la poussière de terre rouge dessus, tout, voilà. Et donc, moi, j'ai créé cette partie-là, et ensuite, on m'a déplacée sur autre chose, et ils ont monté le collier sur la partie d'os qu'on voit sur la trachée. Combien d'heures de travail pour ce collier, par exemple, pour ce que toi, tu as fait ta partie ? J'en ai aucune idée. Je crois que c'est plus facile pour moi de dire combien de centimètres carrés de la peau de mes doigts sont collés dessus avec. Non, en termes d'heures, je ne sais pas. Parce que je créais beaucoup de choses en même temps. Donc mon bureau, ça faisait rire toutes mes collègues. C'était un peu Tchernobyl. Il y en avait vraiment de partout. Et donc je me souviens très bien qu'après le prototype que j'ai fait de ces fleurs, c'est du cuir sur le collier de Neytiri, c'est du tissu donc collé avec du fil et puis ensuite des perles et ensuite l'enrobage c'est du cuir. Et à un moment donné on m'a dit bon voilà maintenant on veut que tu en fasses toute une déclinaison. Donc je me souviens que j'ai travaillé à la chaîne pour faire toutes les déclinaisons sur les côtés pour avoir les 20 fleurs. Mais je peux même pas dire combien de temps ça a représenté. Alors, en 2019, tu me dis si je me trompe, tu décides de quitter Weta. Ça n'a pas dû être un choix facile, que bon, c'est quand même une grosse production. Qu'est-ce qui a motivé ta décision ? En fait, donc tout ce processus s'est passé pendant que j'étais à mon bureau en train de travailler sur Avatar, entourée de mes collègues. Donc, c'était extrêmement difficile de me dire... J'ai envie de faire mes robes de tapis rouge. Il y avait maintenant l'influence d'Hollywood qui était présent. Bien sûr. Donc sur ma gauche, j'avais Hollywood, sur ma droite, j'avais toutes mes collègues. Je me disais, je peux pas quitter Weta, c'était les studios de mes rêves, c'était l'aboutissement que je voulais à la fin de ma carrière. Et puis, je ne peux pas tourner le dos à la plus grosse production du monde. Voilà, c'était très très dur. Et en même temps, je me disais, bah oui, mais j'ai réellement envie de voler de mes propres ailes. Je n'ai pas pu faire taire cette petite voix qui me disait va plus loin. Je vois les tapis rouges, je vois que je voudrais qu'il y ait autre chose sur les tapis rouges. Je rêve de faire des robes qui s'adaptent sur le corps des femmes au lieu d'avoir des femmes qui adaptent leur corps pour rentrer dans des robes. Et je voulais voir autre chose. J'aime les constructions géométriques, j'aime intégrer la nature avec. Je voyais dans ma tête ce que je ne voyais pas sur les tapis rouges et que j'ai envie d'apporter. Là, on voit une robe. Alors, je ne sais pas si c'est... je l'ai récupérée sur ta page Facebook. C'est une magnifique robe quand même. Merci. Ça, c'est Sunset version Tapa. Donc, le modèle, c'est Sunset. Et ensuite, j'adapte les différents types de tissus que j'aime. Et donc là, il y a vraiment l'exemple de ce que j'adore parce qu'il y a des constructions géométriques au niveau des fleurs en haut. Oui.
Et puis avec voilà, les influences, comme d'hab, très visibles. Et donc, pour tes futurs projets, c'est ça, c'est créer des robes. Peut-être qu'un jour, tes robes seront aux Oscars, hein, la cérémonie des Oscars. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que maintenant, j'ai les contacts. Voilà, c'est mieux. ça, c'est indéniable. Mais c'est énormément de travail. À la fois, bon, bien sûr, je fais ma progression en tant qu'artiste au fur et à mesure, donc forcément, tout ce que je crée est de plus en plus complexe, parce que j'adore ça, j'ai vraiment besoin d'aller plus loin, de tester mes limites, voilà. Donc déjà, il y a un long processus au niveau du temps de fabrication, mais il y a aussi je dirais un mûrissement dans la tête qui est très très difficile. Et tout ce procédé-là, il est très très dur, et il l'est encore plus si je me dis, ben ouais, je vise les Oscars en fait. Mais il y a une voix dans ma tête qui dit non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Non, n'importe quoi. Personne vise les Oscars, c'est pas possible. Bah oui, mais j'ai visé les studios Veta et bien sûr, tout j'y est suis possible. arrivée. Donc, faut croire en ses rêves. Ouais. Mais il y a aussi un chemin à faire pour arriver à gérer quand les rêves se réalisent. Florence, merci à toi d'avoir été avec nous. Merci encore une fois pour l'invitation. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite de tes projets. Merci. Florence, en tout cas, nous a bien fait rêver ce soir. Alors, le cinéma apporte bien des sensations, hein, l'émerveillement, la joie, la peur, la tristesse. À travers les films documentaires, il aborde des sujets assez tabous tels que la sexualité ou encore l'euthanasie. Il nous permet également très souvent de mieux comprendre ce qui nous entoure. Ce soir, avec Mathieu, nous allons justement découvrir un film documentaire qui vous en mettra plein les yeux. C'est l'heure de votre rubrique L'Infodoc. À travers les portraits de 5 officières de la marine marchande de différentes générations, le réalisateur Michel Rousseville questionne la place de la femme dans un univers historiquement masculin. Historiquement, les marins disaient qu'une femme à bord portait malheur, de toute façon. Parce que les marins ont longtemps été superstitieux et le sont certainement encore toujours. J'ai décidé d'aller à la marine marchande, j'avais 16 ans. Et j'ai passé le concours l'année d'après pour intégrer l'école en 2011. J'ai commencé à écrire aux différents armateurs pour essayer d'obtenir un stage comme élève. Et personne ne voulait embarquer une jeune femme. C'est seulement après ma première année d'études, quand j'ai embarqué pour la première fois, que j'ai vraiment compris ce que c'était. Est-ce qu'on peut être bloqué dans sa carrière du simple fait qu'on soit une femme? Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui. On voit bien qu'il y a toujours un plafond de verre sur les carrières féminines. Il suffit de regarder, finalement, on sait que les femmes sont rentrées notamment par la porte du haut, en étant des officières de marine marchande, mais par contre, elles restent quand même au bas de la hiérarchie de ces officiers. Moi, je suis pas là pour lutter contre tous ceux qui ont décidé de penser que les femmes étaient... Enfin, que les femmes n'avaient pas leur place, quoi. Comment le milieu de la marine marchande a-t-il évolué, confronté à la présence des femmes au commandement, et que nous apprend-il plus généralement sur les rapports femmes-hommes? Ce sont les questions auxquelles le réalisateur a tenté de répondre à travers ce documentaire. Notez dans vos agendas que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 20 mars à 19h55. Comme le temps passe vite lorsque l'on parle de films, notre émission touche donc à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.